Bienvenue à tous. Alors que les élèves et les étudiants ont rejoint les bancs de leurs écoles et que le ministère de l'Éducation a entamé un nouveau round de réforme de notre système éducatif, beaucoup de questions taraudent l'opinion publique. Nous allons tenter d'y répondre aujourd'hui en compagnie de mon invité, Abdelrahman Lahlou. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes expert en éducation et formation, également directeur et fondateur du Centre privé de formation des enseignants. Bienvenue à vous sur ce plateau. Alors, tout d'abord, nous allons parler d'un des chantiers qui vient d'être annoncé, un grand chantier très important, crucial même pour l'éducation de la génération future. Il s'agit du préscolaire. Quelle est aujourd'hui la priorité de ce chantier, M. Lahlou ? Bien, la priorité de ce chantier vient de la place du préscolaire dans le système éducatif de manière générale. Par définition, et comme son nom l'indique, il se positionne avant la scolarité et il prépare non seulement à une excellente et une meilleure entrée dans le niveau scolaire, mais il assure une durabilité, voire une pérennité pendant toute la période scolaire. Il a été prouvé, et ça ce n'est pas d'aujourd'hui, que les élèves qui font un bon préscolaire ne sont pas victimes de la déperdition scolaire, parce qu'ils ont les atouts pour pouvoir faire une bonne entrée. Quelle est la raison ? La raison, c'est que pendant cette période, qui est un âge d'or, une période d'or pour l'acquisition d'un certain nombre de compétences, eh bien, l'élève n'est pas là pour s'instruire, il est là pour apprendre la vie. Il est là pour le premier contact avec l'apprentissage structuré, parce qu'il y a un apprentissage à la maison qui n'est pas structuré comme celui de l'école. Il est là pour un apprentissage social, parce qu'il y a un contact avec les élèves. Il est là surtout pour un apprentissage transversal. Les compétences transversales sont fondamentales. C'est pour cette raison que les bonnes écoles maternelles ne sont pas celles où on instruit, où on apprend le calcul, l'écriture et le lexique, mais sont celles où l'enfant, par le ludique, par le jeu, apprend à être. Apprend des compétences transversales du type soutenir son effort, partager les jouets et les objets, se concentrer sur une tâche, être sociable, développer son intelligence émotionnelle. Si vous ratez cette période de 3 à 6 ans, vous perdez quelques chances de pouvoir la récupérer au-delà. Et c'est pour ça que, fort de ces compétences transversales, l'enfant fait une bonne entrée dans le scolaire et ça lui permet de rester plus longtemps dans le scolaire. Alors justement, si nous voulons vraiment parler concrètement aujourd'hui au Maroc, est-ce que nous disposons tout simplement de structures qui puissent accueillir ces enfants en bas âge de 3 à 6 ans, donc pour le préscolaire. Alors c'est un chantier qui est sur les rails. Absolument. Alors aujourd'hui, vous avez 1 400 000 élèves d'âge scolarisable en préscolaire. Malheureusement, 700 000 d'entre eux seulement sont dans une structure préscolaire. Alors ces structures sont en minorité les structures modernes publiques, en majorité les structures privées modernes et en troisième tiers, moins d'un tiers, les structures traditionnelles. École coranique, EMSID, qui jouent leur rôle à défaut de rester à la maison. Et c'est important de le noter, mais il faut les moderniser. Ces 700 000 qui sont nulle part, il va falloir leur ouvrir des classes. C'est pour cela que cette vision de mise en place disons, du préscolaire, non seulement elle va rendre le scolaire généralisé, non seulement elle va le rendre obligatoire, parce que la lettre royale qui a été lue en juillet à l'occasion de cette manifestation parle d'obligation du préscolaire, mais elle va investir des budgets conséquents, qui sont des budgets de l'État, mais aussi des budgets des communes et éventuellement des budgets du privé. Vous avez une institution qui est la Fédération de promotion du préscolaire qui a fait un montage tout à fait pertinent pour pouvoir aussi solliciter le privé. Il va falloir donc investir dans des classes, il va falloir former surtout. Et pour moi, ça c'est véritablement le leitmotiv, former des éducatrices. Alors il y a 50 000 classes à ouvrir d'ici 2030, il y a pour l'année prochaine seulement 4 000 classes à ouvrir et donc la formation de 4 000 à 5 000 éducatrices et donc maîtresses de maternelle. Alors on a mobilisé les centres de l'OFPPT, on va mobiliser également un certain nombre d'opérateurs associatifs ainsi que le privé. Mais l'essentiel pour moi, c'est qu'il faut
déboucher sur une formation valorisante pour la personne, parce qu'une enseignante, une éducatrice qui ne se réalise pas à travers son métier ne peut pas transmettre de la bonne éducation à l'élève. Il ne s'agit pas d'instruire, encore une fois, il s'agit de jouer correctement et de manière finalisée et ciblée avec l'enfant. Et une personne qui n'est pas bien dans sa peau, qui est véritablement ouverte sur ces modes d'apprentissage modernes, ne pourra pas transmettre. Alors attention, véritablement mettre l'accent sur une bonne formation qualitative de ces enseignantes, parce que c'est véritablement la clé à la réussite de cette généralisation. Il ne s'agit pas simplement de dire nous sommes à 93% ou 99% de places offertes, il s'agit de dire les élèves sont entrés dans le préscolaire, ils s'y plaisent, ils s'épanouissent et nous avons un bon cru pour le primaire au-delà de cette année ou ces 2 années, parce qu'on raisonne sur 2 années et pas 3. Vous avez évoqué quelque chose de très, très important et d'intéressant, de durabilité. Vous parliez justement d'éducation de l'enfant et de l'importance de ce préscolaire. Moi, je voudrais parler de durabilité, de continuité de ces réformes qui sont annoncées. Beaucoup d'annonces ont été faites ces 20 dernières années pour résoudre un peu les problématiques de ce secteur de l'éducation que nous savons le talent d'Achille, un peu de notre pays. Il y a cette loi cadre, justement, qui concerne cette continuité des réformes. Je voudrais avoir votre avis là-dessus et aussi sur les points qui sont importants, qui ressortent de cette loi cadre. Effectivement, vous avez raison, depuis 1964, il y a eu 19 réformes, disons, formelles, mais jamais un pas aussi structurant comme la loi cadre. Parce que ces réformes ont été soit inachevées, soit chaotiques, soit parfois chaotiques, sans insulter personne. Mais aujourd'hui, nous avons un cadre global, c'est la loi 51-17, qui va permettre, qui est d'ailleurs la déclinaison des dispositions de la vision stratégique du Conseil supérieur de l'enseignement 2015-2030. Et donc, dans ces dispositions, on a cherché la cohérence entre la politique linguistique, l'organisation, le pédagogique, la formation des ressources humaines. On a cherché de la cohérence et on a cherché surtout, comme vous le disiez, la continuité. Alors, parmi ces mesures phares, il y a, sur le plan global, on peut citer, moi j'ai noté particulièrement les réseaux éducation-formation. Et ça, c'est fondamental. Les opérateurs de l'éducation-formation, qu'ils soient publics, associatifs ou privés, ont un effort commun et cohérent à réaliser pour pouvoir aboutir à une éducation de qualité. Et puis il y a les régions. Ils sont sur les régions, ils ne sont pas dans le central. Il faut arrêter que ça se passe à Rabat, que ça se décide à Rabat. C'est vrai que les AREF, depuis 2002, ont leur statut, mais donc nous attendons toujours une vraie déconcentration. Ces réseaux d'acteurs au niveau régional sont un point important. Deuxième point phare, c'est les commissions ministérielles du suivi des évaluations qui sont faites. On évalue par-ci, on évalue par-là, mais il n'y a pas de suivi. Aujourd'hui, la loi cadre instaure des commissions. Mon souhait à moi, en tant qu'expert, c'est que ces commissions migrent vers une instance d'assurance qualité, voire de régulation. Nous avons cela pour l'enseignement supérieur, c'est l'ANEAC. Nous n'avons pas cela pour la formation professionnelle. Nous ne l'avons pas pour l'éducation scolaire. Il faudrait, commission pour commission, autant l'ériger, et ça c'est encore possible, puisque la loi cadre va seulement passer au Parlement pour discussion, et puis les textes d'application peuvent, à mon sens, proposer ces instances. Parce que dans le monde entier, ceux qui évaluent doivent être indépendants de ceux qui opèrent et de l'exécutif. Et puis, je mettrai le doigt et l'accent sur les dispositions relatives aux ressources humaines dans cette loi cadre. Il est prévu un observatoire des compétences. Le discours du 20 août, dans le discours du 20 août, Sa Majesté a rappelé encore une fois l'importance de l'adéquation des formations qui sont offertes avec les besoins du marché. Alors c'est vrai au plus haut niveau pour l'université et pour la formation professionnelle, et c'est véritablement un souci auquel doivent s'atteler les opérateurs, mais c'est vrai aussi pour l'éducation scolaire, parce que n'oublions pas qu'à la fin de l'éducation scolaire, il y a ce lycée. Je pense qu'il est temps qu'on arrête de se focaliser sur un bac généraliste. Aujourd'hui, on lutte contre la triche dans le bac, on lutte pour avoir les meilleures notes à un bac généraliste, on lutte pour l'accès à des études universitaires, mais on oublie que dans le monde industriel développé et ailleurs, les jeunes de 16-17 ans, et d'ailleurs le discours en a parlé également, bénéficient d'une préorientation, d'une orientation précoce qui, dès l'âge de 16-17 ans, peut les orienter vers ces baccalauréats techniques ou vers des baccalauréats spécialisés
qui ne leur interdisent pas le retour vers l'enseignement général supérieur par la suite, mais qui peuvent faire émerger et éclore en eux des vocations. Donc cette adéquation entre les besoins du marché, oui. et l'éducation devrait aussi s'appliquer au secteur de l'éducation. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faudrait aussi savoir quels sont les métiers futurs de l'éducation. Il n'y a pas que l'enseignant, l'éducatrice, l'assistant, le directeur, le secrétaire, le surveillant général dans les métiers d'éducation. Le Conseil supérieur de la formation a mis le focus sur les métiers de l'éducation de l'avenir, mais ceux-ci sont appelés à se développer. Il faudrait que les formations, et là je salue encore une fois la décision du ministère de créer les licences en éducation, il faudrait que le ministère puisse développer quantitativement, mais aussi qualitativement la formation pour l'adapter aux besoins de l'éducation. Et qualitativement, ça veut dire qu'il ne faudrait pas que seuls les jeunes qui ne trouvent rien à faire se dirigent vers l'éducation. Il ne faut pas que ce soit un choix par défaut. C'est souvent le cas. Parce que ceux qui ont une bonne moyenne, entre guillemets, mais ceux, disons, de manière plus générale, qui ont suivi une éducation scolaire jusqu'au baccalauréat, disons, de bonne valeur, eh bien, ils vont faire de l'architecture, ils vont faire médecine, ils vont faire les métiers de la communication et du journalisme, qui sont de très beaux métiers, mais pas encore les métiers de l'éducation. Il faudrait qu'aujourd'hui, on se dise, j'ai une bonne moyenne, j'ai une vocation pour les relations sociales, pour l'humain, je veux contribuer à cette grande mission, je vais faire de l'enseignement, je me forme. Et les salaires aujourd'hui, dans le public aussi bien que dans le privé, compétitionnent largement avec les métiers de la communication, de l'informatique ou d'autres choses. Il faut que l'État valorise le métier d'enseignant pour y attirer les meilleurs. Et pour justement former les meilleurs. Merci beaucoup, Abdelrahman Lahlou. Je vous en prie, c'est moi. Voilà, c'était l'invité du jour. Je vous souhaite à tous une excellente suite des programmes sur notre antenne.